La France va-t-elle rééditer le génocide du Rwanda au Mali? En mars 2008, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré: sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de 23e puissance du monde. Je dis seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte. Cette idée constitue jusqu'aujourd'hui la colonne vertébrale de l'action politique de la France en Afrique. Même Emmanuel Macron ne renonce pas à cette volonté de maintenir sous coupe réglée les pays africains qui veulent s'émanciper de son hégémonie. En déplacement au Rwanda en mai 2021, il a clairement évoqué une francophonie de reconquête. Reconquête de quoi? De qui? Par qui? Reconquête de son empire africain, sans lequel la France est perdue. Battue en seulement 6 semaines de combat par une Allemagne triomphante lors de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a appelé au secours l'Afrique et les Africains. Dans son discours du 18 juin 1940 à la BBC, il déclara: la France n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Il reconnaît ainsi que seule la France ne pèse rien du tout. Après la perte de l'Indochine, le seul empire qui restait à la France, c'était l'Afrique. Et le continent africain lui a fourni 2 millions de soldats ainsi qu'à ses alliés, pour mourir sur les champs de bataille européens au nom de la guerre contre le nazisme. Quelle a été la récompense de ces immenses sacrifices? Les assassinats de dirigeants africains et les massacres de masse de peuples africains. Les Africains ont encore en mémoire le massacre du camp de Tiaroy, où l'armée française a commis l'un des pires crimes de guerre de son histoire et pour lequel elle n'a jamais été jugée. À Dakar, l'entraînement des troupes noires se poursuit avec méthode. Il est émouvant de lire sur le visage de ces hommes le même calme et la même résolution qui animaient déjà leurs aînés, glorieux combattants de 1914. Et c'est en portant leur barda à la mode du pays que les nouvelles troupes gagnent les navires qui les transporteront en France, où courageusement ils rempliront leurs devoirs aux côtés des troupes métropolitaines. Animés du plus bel esprit de sacrifice, les hommes de nos colonies ont répondu d'un élan unanime à l'appel de la mère patrie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France entreprit de ramener chez elle les troupes africaines venues du Sénégal, du Dahomey, actuel Bénin, du Soudan français, actuel Mali, de la Côte d'Ivoire, de l'Oubangui-Chari, actuel Centrafrique, du Niger, du Tchad, du Gabon et du Togo. Déjà, combien de soldats des colonies et combien de tirailleurs sénégalais ont été mobilisés lors de la Première Guerre mondiale? Alors, tirailleurs sénégalais, stricto sensu, c'est que le terme sénégalais, en fait, recouvrait tous les tirailleurs recrutés dans ce qu'on appelle l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale. Grosso modo, du Sénégal au Gabon et de Mauritanie à Djibouti. On a recruté un peu plus de 180 000 hommes. On en a envoyé en Europe un peu plus de 135 000. En Europe, sur le front français, mais également sur ce qu'on a appelé le front d'Orient, c'est-à-dire au début les Dardanelles et ensuite la Macédoine. Alors justement, si ces soldats venaient de plusieurs pays, pourquoi on les a appelés les tirailleurs sénégalais? Alors on les a appelés sénégalais parce qu'ils ont été créés la première fois, le premier bataillon de tirailleurs a été créé à Saint-Louis du Sénégal en 1857 par Faidherbe. Et puis au fur et à mesure de la conquête coloniale, on créait des unités qui prenaient le nom des
pays que l'on conquérait. Donc on a des tirailleurs Haoussa, Tchadiens, Congolais, Gabonais, Soudanais. Et en 1900, quand on a créé un ministère des colonies, l'armée a décidé de rationaliser tout ça. C'était trop compliqué, toutes ces appellations. Et on a gardé le terme tirailleurs sénégalais pour donc cette Afrique qu'à l'époque on appelait noire, et tirailleurs malgaches pour les tirailleurs recrutés à Madagascar, parmi lesquels je tiens à rappeler qu'il y avait de nombreux Comoriens. Ces hommes furent ramenés en Afrique et installés dans le camp de Tiaroy, dans la banlieue dakaroise, en vue de leur démobilisation. Avant de les ramener dans leur pays, ces soldats exigèrent le paiement d'indemnités semblables à celles de leurs frères d'armes français démobilisés, ainsi que le versement du pécule qui leur était promis depuis des mois. En réponse, le 1er décembre 1944, l'armée française décida de les massacrer tôt le matin en utilisant une automitrailleuse. Les responsables politiques français disent qu'il y a eu ce jour-là 70 tirailleurs tués et 35 blessés. Mais un historien sénégalais, grâce à un travail assidu, a dénombré 191 tués et plusieurs centaines de blessés. Après avoir assassiné les soldats africains qui étaient venus la sauver, la France a massacré des peuples entiers. Je suis le fils de Mbap Senghor qui a été victime comme ses camarades-là du massacre du Tiaroy le 1er décembre 1944. Je me rappelle de cette histoire parce que le jour des funérailles, les gens sont venus dans la maison. J'ai demandé à ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de mon père, ma grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est ton papa qui est décédé. Ils ont demandé des renseignements à mes parents là. Mais à cette époque-là, comme j'étais au CM2, quand le chef de bureau militaire est sorti, je me suis penché comme ça sur sa table et j'ai vu que mon père Mbap Senghor portait bien le mètre qu'il 32 124. Alors je l'ai noté jusqu'à présent. 32 124. 32 124. Est-ce que bañ leen annoncé ni sa papa dafa décédé? waaw. Est-ce que famille bi def na ay démarches pour retrouver corps bi wala? Man démarche. Pour xam fu mu nekk ak fu mu décédé? donc mën ñu ko def parce que crime de masse la du moom rek la ñu rey foofu. moom ak ay camarades am ñoom rey à Thiaroye yi. dugal leen ci benn kamb mooy charnier. ah loolu noo koy mën a amee. ah li ñu indi daal bi ñu ko reyee. mooy benn valise. ak benn lan c'est pas benn xaw ma kayit lañ la wax xaw ma bu taq dara. waaye moom papa moom ba muy dem fële pour nekk tirailleur dafa fekkoon mu nekk si armée bi ba pare wala après moom moo porté wu volontaire pour dem bokk si ñi def recrutement bi. non amul volontaire. Les gens n'étaient pas volontaires de rien du tout. Les gens ne se portaient pas volontaires pour aller faire la guerre. Hein. Ah non, on les enrôlait de force. Ils sont partis au secours de la France. Mais la France a oublié ça en 1944. Mais les gens qui ont fait le front, qui sont revenus, qui ont demandé seulement à rentrer en position de l'autre, vous les massacrez comme ça parce qu'ils ont osé demander l'autre. Vous vous rendez comme c'est lâche. Ouais. Ils refusent même de reconnaître le crime en disant oui que ces gens-là ne sont pas morts pour la France. C'est encore. Alors que c'est des Français qui les ont tués. En 1967, le Biafra, la région la plus pétrolière du pays, a l'audace de déclarer son indépendance du Nigeria. La France, qui voulait mettre la main sur les gisements de pétrole, activa ses réseaux et mit en place une filière clandestine de livraison d'armes au Biafra. La guerre du Biafra dura de 1967 à 1970 grâce au soutien français et fit 2 millions de morts africains. Et le colonel Odumegwu Emeka Ojukwu, président autoproclamé du Biafra, exfiltré par la France, fuit en Côte d'Ivoire où Félix Houphouët-Boigny, qui avait reconnu l'indépendance du Biafra, lui offrit l'asile politique. Comme au Biafra, la France lança des opérations militaires dans plusieurs anciennes colonies pour y mater les populations ou imposer un dirigeant local inféodé à Paris. On peut citer pêle-mêle les massacres de Rabat et Fès au Maroc,
janvier-février 1944, de Sétif, Guelma et Kerata en Algérie, mai 1945, de Douala au Cameroun, septembre 1945, de Conakry en Guinée, octobre 1945. Mais le massacre le plus marquant reste le génocide rwandais, financé et organisé par la France mitterrandienne. En effet, entre 1990 et 1994, la France a entraîné et équipé la garde présidentielle rwandaise en sachant pertinemment que c'était une garde tribale Hutu violemment anti-Tutsi. Quand débuta la guerre civile rwandaise opposant l'armée nationale aux troupes de Paul Kagame, selon le rapport officiel de l'historien Duclerc, réalisé à la demande du gouvernement Macron, la France a intimé l'ordre aux soldats français présents à Kigali de réarmer les Hutus qui battaient en retraite devant l'avancée des troupes du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Les 2500 soldats français de l'opération turquoise, sous le couvert de protéger les civils contre les massacres, ont fourni des milliers d'armes et des munitions aux Hutus en violation de l'embargo international sur les armes. Le résultat de l'aide française aux génocidaires est qu'au minimum 800 000 Tutsis ont été massacrés. Dans ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle, le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération Turquoise, une opération officiellement humanitaire. Notre invité aujourd'hui souhaite briser le silence autour de cette opération. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté, presque minute par minute, ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération Turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Et moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le souligniez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir. Et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Pourquoi tous ces massacres? Parce que la France veut maintenir en place son ancien empire colonial face à la montée en puissance de la Chine-Afrique, la Russe-Afrique ou de la Turque-Afrique. Et cet activisme, revigoré par Emmanuel Macron, est absolument pitoyable. Dès la mort d'Idriss Déby Itno en avril 2021, le président français s'est précipité au Tchad avant l'enterrement du maréchal président pour adouber la prise de pouvoir du fils de ce dernier par la force. Ce jour-là, Emmanuel Macron a mis en garde les militaires et les civils qui seraient tentés de contester la prise de pouvoir monarchique du fils Déby Itno, qui s'est faite en violation ouverte des dispositions constitutionnelles tchadiennes. La France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui ni demain, remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad, a-t-il déclaré devant un parterre de militaires tchadiens en treillis. Cette mise en garde était valable aussi pour l'opposition. Comme en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara,
au Tchad avec Mahama Déby Itno, mais aussi au Togo avec la famille Eyadema, au Congo avec Sassou Nguesso et famille, au Gabon d'Oumar Bongo, père et fils, au Cameroun de Paul Biya et fils, à Djibouti d'Ismaël Oumar Guelleh, etc., la France a décidé de maintenir des dictatures monarchiques, compradores et patrimoniales qui garantissent ses intérêts. Elle s'agrippe à ces figurants vomis par leur peuple pour maintenir son influence, exploiter les ressources minières, minéralières et agricoles de ces pays, ou alors qui mettent leur armée à la disposition de la France pour faire la guerre au terrorisme qui menace le sol européen, au lieu d'engager un débat constructif sur l'avenir de ces nations et l'instauration d'un vrai partenariat. Qu'est-ce que des gens comme Alassane Ouattara, qui ont 81 ans et qui sont plus proches de la tombe qu'autre chose, peuvent apporter à la France dans un débat constructif sur l'avenir de la francophonie ou de la diplomatie? Comment veut-elle que les jeunes générations, qui se montrent de plus en plus outrées par cette domination anachronique, ne soient pas en colère contre l'ancienne puissance coloniale, dont le parrainage et la tutelle qu'elle apporte aux dictateurs locaux bouchent leur horizon, menacent leur survie et ne leur garantit que disette, pauvreté et esclavage? C'est à croire qu'elle n'a pas tiré de leçons du génocide du Rwanda, dont les nouvelles générations ont préféré rompre les amarres avec la France et la langue française. C'est comme si la France n'avait pas de mémoire. Il faut que cela soit su une bonne fois pour toutes. Tous les peuples de la Terre en humanité ont pour vocation de se libérer et de se gouverner soi-même. Tant que la France voudra maintenir des tyrans à la tête des États africains, non seulement ces tyrans seront vomis, mais l'élite politique française avec elle. Aujourd'hui, la France prendra-t-elle le risque de mobiliser l'OTAN, la CEDEAO, pour venir attaquer le Mali? Ce serait l'erreur de trop. On voit bien que jusqu'à présent, sa malheureuse intervention en Libye continue de la hanter jour et nuit. Et c'est cette attaque-là qui a déclenché une prise de conscience des populations qui est en train d'évoluer et qui bientôt va consacrer la rupture du lien néocolonial où les États africains vont prendre leur véritable indépendance à l'image du Mali. L'exemple du Mali ne peut pas être tué dans l'œuf. La graine est semée, elle a germé, elle va forcément fleurir. C'est la marche de l'histoire et l'histoire ne peut pas marcher à reculons. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.